Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que je n'ai pas fait et qui pourtant est ultra logique les amis. Cette vidéo c'est l'ultra guide des poissons combattants. Je vais essayer de faire un guide complet pour vous expliquer de A à Z tout ce que je sais sur les combattants, donc les bêtas de sélection. Sur ma chaîne YouTube je parle que des bêtas puisque c'est littéralement mes poissons que j'aime d'amour, mais je n'avais pas fait de guide complet pour tout simplement vous donner tous les bons tuyaux et les conseils pour vous occuper d'un combattant. Certaines personnes le savent, je vais m'aider de mes fiches. Comme vous pouvez le voir, là c'est sur ma tablette, mais j'ai fait beaucoup de fiches techniques, tout simplement pour aider les personnes sur les réseaux sociaux à mieux comprendre les bêtas. Donc j'ai fait des fiches sur tous les sujets possibles, les maladies, les paramètres de l'eau, là c'est une fiche sur les pourritures de nageoires, une fiche sur les occlusions intestinales, une fiche sur comment faire une sororité, enfin bref, là c'est toutes les maladies possibles. Donc dans cette vidéo, voilà, je vais vous lire et vous présenter toutes mes fiches, et donc vous aurez tous les thèmes possibles et imaginables dans cette vidéo. On va parler en premier lieu du volume de l'aquarium, de la longévité du bêta, combien de temps il peut vivre, de sa nourriture préférée, et de sa maintenance, donc bien évidemment la température de l'eau, les paramètres, etc. Donc les amis, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la taille de l'aquarium. Pour un bêta à voile long, il vous faudra minimum, et j'avoue que même moi je trouve ça très petit, un aquarium de 30 litres, pas en dessous, ok, 30 litres minimum, je trouve que c'est bien pour un bêta à voile long. Pour un bêta à voile court, donc placate, ou une femelle, parce que les femelles ont également généralement les nageoires courtes, il vous faudra minimum un 60 litres. Alors pourquoi cette différence les amis? Tout simplement parce que les bêtas à voile long ont du mal à nager avec le poids des nageoires et donc n'ont pas besoin d'un énorme espace, alors que les placates, les bêtas à voile court, ont des nageoires courtes et donc adorent nager et taper des gros coups de speed dans l'aquarium, donc il faudra un espace plus grand pour eux et donc un 60 litres minimum. Bien évidemment, quand je dis 30 litres pour un voile long et 60 litres pour un voile court, c'est minimum. Vous pouvez bien évidemment, et je vous encourage à le faire, offrir à votre bêta un 80 litres, un 100 litres. Je vous rappelle que c'est un poisson. Plus il a de l'espace pour nager, plus il sera content de toute manière. Concernant, même si en France c'est assez rare, les Giant, ces bêtas qui sont beaucoup plus gros que les bêtas classiques, ça sera 80 litres, donc un aquarium encore plus grand, minimum, voilà. Les Giant, c'est des très gros bêtas, donc il leur faut un gros aquarium, donc voilà, 80 litres minimum. Voile long, 30 litres minimum. Voile court et femelle, 60 litres minimum. Giant, 80 litres minimum. Concernant la vie des bêtas de sélection, alors, si vous avez un bêta en excellente condition, avec une bonne génétique, avec un aquarium extrêmement planté, très bons paramètres, une eau chaude, une bonne nourriture, si vraiment tout est propice, vous pouvez avoir un bêta qui va vivre entre 4 et 6 ans environ. Il y a des bêtas qui vont vivre 3 ans, il y a des bêtas qui vont vivre peut-être plus que 6 ans, même si j'avoue que c'est assez rare. Mais voilà, je dirais qu'une bonne moyenne pour un bêta vraiment qui vit correctement, c'est 4 à 5 ans. Nous abordons maintenant la nourriture des bêtas. Alors ne vous faites pas avoir les amis, la nourriture sèche qu'on retrouve en animalerie, ça n'est pas bon pour un bêta. Pas du tout. La nourriture sèche, c'est rempli de céréales et de plein d'autres choses que les bêtas ne digèrent pas et qui n'est d'ailleurs pas du tout adaptée. Donc la nourriture sèche n'est pas bonne pour les bêtas. Généralement, ça crée, surtout sur les bêtas les plus faibles, constipation et occlusion intestinale. Et généralement, ça provoque tout simplement la mort, parce que les occlusions intestinales sont très difficiles à gérer, et vous avez 50% de chances que le bêta arrive à évacuer, et 50% de chances que le bêta n'y arrive pas. Donc,
la nourriture adaptée pour votre combattant, les amis. Ver rouge, même si c'est très gras. Larves de moustiques, daphnie, krill. Il y a plusieurs couleurs d'ailleurs de larves de moustiques. Noire et blanche, beige. Artemia. Voilà tout ce que vous pouvez trouver dans les frigos. Généralement, il y en a beaucoup congélateurs en animalerie. C'est sous forme de petites plaquettes. C'est tout simplement des repas pour des insectivores. Je vous affiche bien évidemment un petit plan pour réguler la nourriture parce que comme je l'ai dit, par exemple les vers rouges c'est super gras. Si vous en donnez chaque jour, ça va faire le même effet que la nourriture sèche, constipation, occlusion, etc. Donc voilà, une petite fiche, comme ça vous pouvez faire bien attention à varier votre nourriture congelée ou vivante chaque jour pour éviter à votre petit bêta d'avoir des problèmes d'estomac. Concernant la maintenance de vos combattants, déjà on va parler de tout ce qu'il faut dans l'aquarium. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi les amis, déjà énormément de plantes. Si vous voulez rajouter des racines et des roches, ce qui est totalement possible, il va falloir faire très attention qu'elles ne soient pas coupantes, ni même un tout petit peu trop pointues. Ça peut arracher ou blesser votre bêta, surtout les bêtas à voile long qui arrivent, je ne sais pas par quel moyen à chaque fois, à se blesser et à se déchirer les nageoires. Donc, ce que je vous conseille personnellement, c'est de simplement faire un aquarium avec des plantes. Des plantes et uniquement des plantes. Les racines et les roches ne sont pas obligatoires. C'est pour la décoration, c'est joli, mais si vous voulez vraiment que votre bêta puisse nager sans avoir aucun souci, mettez que des plantes. C'est le top du top. Faites une grosse jungle. Une des règles fondamentales, les amis, quand vous faites un aquarium pour un bêta, si vous mettez votre bêta dans l'eau et que d'un seul coup d'œil à droite à gauche, il peut voir l'entièreté de l'aquarium, c'est que votre aquarium n'est pas du tout adapté. Un bêta, il doit s'amuser à chercher et à visiter son territoire, déjà pour vérifier qu'il n'y a personne qui rentre à l'intérieur, tout simplement pour lui créer cette activité. Vous le savez, les bêtas sont territoriaux, donc il faut qu'il ait cette possibilité de ne pas voir entièrement son territoire pour justement le protéger et pouvoir aller vérifier à chaque endroit de son bac s'il y a quelqu'un, s'il n'y a pas quelqu'un. Bon, il n'y aura personne du coup, mais c'est super important. Si votre bêta il voit tout son territoire d'un seul coup d'œil, il va s'ennuyer. Donc, mettez un maximum de plantes. Quand je dis un maximum, c'est il n'y a même plus de place pour l'eau. Comme ça, quand vous mettez le bêta dans l'aquarium, il va pouvoir s'amuser à chercher partout, à découvrir des coins, à vérifier des coins. C'est franchement le meilleur conseil que je peux donner. Concernant les paramètres de l'eau, alors les combattants sont des poissons d'eau chaude. Je me tue à le répéter. Malheureusement, encore trop souvent en animalerie, alors pas toutes. Je vois les vendeurs en animalerie qui me disent non mais Chloé, en fait toutes les animaleries sont pas catastrophiques. Une grande partie, mais c'est vrai que toutes les animaleries ne sont pas catastrophiques. En animalerie donc, on vous dira souvent qu'un bêta c'est à température ambiante. Alors en été, quand il y a la canicule, ok, parce que l'eau va être entre 24 et 28 degrés, mais en hiver, c'est faux, d'accord? L'eau va être beaucoup trop froide pour votre bêta quasiment toute l'année, et il va mourir de froid, tout simplement. Rentrer en léthargie et se laisser mourir de froid ou tomber très souvent malade, etc. Donc un bêta, c'est un poisson d'eau chaude. Chaude, donc c'est-à-dire entre 24 et 28 degrés comme ce que je viens de dire. Donc il vous faudra automatiquement un chauffage dans votre aquarium les amis, à part si vous vivez dans des pays où il fait tout le temps 30 degrés dehors et que donc vous vérifiez bien que l'eau est à 24, mais en tout cas en France, vous devez absolument avoir un petit chauffage dans l'aquarium et un thermomètre collé à la vitre de l'aquarium pour vérifier que l'eau est toujours bien à 24. Parce qu'il y a des personnes qui mettent un chauffage et qui le règlent à 24,
Mais en fonction de la taille de l'aquarium et de la puissance du chauffage, l'eau peut être à 22, comme elle peut être à 26. Donc il faut toujours avoir un thermomètre dans l'aquarium pour bien vérifier que l'eau est à 24 degrés. Ça, c'est concernant la température. Concernant les paramètres de l'eau, alors, personnellement, je dirais pour le pH qu'il faut entre 6,8 et 7,5. Concernant la dureté de l'eau, alors ça va être spécifique à là où vous habitez. Par exemple, si vous voulez utiliser de l'eau de votre robinet, les paramètres de l'eau du robinet sont différents pour chaque région de France. Personnellement, moi, mon eau du robinet, elle est trop dure, je trouve. Donc remplir l'aquarium et faire des changements d'eau à l'eau du robinet, pour un bêta, c'est pas le top. Si vous voulez être quasi sûr que l'eau sera bonne, faites un mélange de l'eau du robinet, si vous savez qu'elle est dure, et de l'eau osmosée, tout simplement. Ça fera un super mélange, ça évitera d'avoir une eau trop dure, et faites vos changements d'eau à l'eau osmosée ou à l'eau de bouteille, parce qu'il n'y aura pas de minéraux, et à chaque fois que l'eau s'évapore ou que vous faites des changements d'eau, et bien malheureusement les minéraux, eux, restent dans l'aquarium. Donc pour ne pas surcharger l'aquarium de minéraux, faites vos changements d'eau avec de l'eau du robinet ou de l'eau osmosée. Si vous voulez partir sur une source sûre et viable, utilisez la Volvic. La Volvic a les meilleurs paramètres pour les bêtas. Elle est pas trop dure, elle a un très bon pH. Donc si vous avez un petit aquarium et que vous voulez pas vous embêter avec les paramètres, achetez de la Volvic et faites vos changements d'eau et remplissez l'aquarium avec de la Volvic. Personnellement, pour vérifier la dureté de mon eau, j'utilise un conductimètre. C'est le top du top pour savoir s'il y a un problème ou pas dans l'aquarium, mais aussi pour vérifier la minéralité de l'eau. C'est un petit appareil, moi que j'achète sur Amazon, qui coûte 20-25 € et qui vous permet de vérifier la minéralité de l'eau. Bien évidemment, concernant les paramètres, ça me paraît logique, mais je vais le dire quand même, très peu de nitrite et très peu de nitrate. Hein. Nitrite, il faut vraiment que ce soit à 0, et nitrate pas loin de 0 également. Je vous rappelle que c'est toxique, hein, le nitrite et le nitrate, et que les poissons n'aiment pas ça, donc pas de nitrate et pas de nitrite. Concernant la cohabitation, ça c'est un grand débat, mais heureusement j'ai fait une vidéo dessus. Est-ce que votre bêta peut vivre avec des petits poissons? Est-ce que votre bêta mâle peut vivre avec une femelle? Est-ce que votre bêta femelle peut vivre avec d'autres femelles, etc., etc. Donc j'ai fait une vidéo sur les cohabitations entre les bêtas et les poissons, les autres poissons. Donc si vous voulez tout savoir concernant les cohabitations, je vous invite à regarder cette vidéo. Et dans ce guide, je vais vous parler de la cohabitation mâle et femelle et de la cohabitation entre femelles. Alors, cohabitation mâle-femelle, vous oubliez, d'accord. Tout ce que vous verrez sur Facebook, sur Instagram, sur les forums, je sais pas quoi, oui, moi, mon combattant mâle, il s'entend super bien avec ma femelle, vous oubliez, d'accord, vous jetez tout ça à la poubelle, parce que non, dans aucun monde, ça peut bien se dérouler une cohabitation mâle-femelle. Je vous rappelle que si on appelle ça un combattant, ce n'est pas pour rien. Le mâle va forcément vouloir se reproduire à un moment avec la femelle, c'est-à-dire la chasser violemment, c'est-à-dire lui trouer les nageoires, la cogner très très fort, c'est extrêmement violent, les reproductions de bêta. La femelle va peut-être être également agressive, donc va également arracher les nageoires du mâle. Si vous n'êtes pas là pour tout le temps constamment surveiller, il va y avoir des infections au niveau des nageoires. Ça va les fatiguer énormément parce que parader et faire des reproductions c'est extrêmement fatigant. Enfin bref, il y a 1 milliard de choses que je pourrais dire sur la cohabitation mâle et femelle, mais tout ce que vous devez retenir les amis, c'est qu'il ne faut surtout pas, même dans des aquariums très grands, 100 litres, mettre un mâle et une femelle. Même si le mâle vit d'un côté du bac et la femelle de l'autre, il y a toujours un moment où ils vont se rencontrer, où le mâle va poursuivre la femelle, lui faire mal peut-être, ça va créer du stress, etc., etc., etc. Donc, concernant cohabitation mâle-femelle, c'est non. Maintenant, cohabitation femelle avec femelle, donc c'est-à-dire une sororité.
Oui, c'est possible, mais il y a certaines conditions à respecter. Déjà, il faut connaître l'espèce par cœur, les signes de stress, les maladies, faut tout connaître, ok? Parce que c'est quand même très dangereux, les sororités, et si vous la faites un peu à la Wallogen avec des femelles que vous avez achetées en animalerie au pif, il y a de fortes chances qu'elles aient de gros soucis de santé, et si vous n'êtes pas suffisamment informé, en plus vous ne verrez pas ces soucis de santé, et vous pourrez tuer très facilement vos bêtas. Donc, vous voulez avoir un aquarium avec plein de femelles, faire une belle sororité, sans combat, sans violence. Déjà, première chose, achetez des femelles qui sont nées ensemble, et qui ont grandi toute leur vie ensemble sans jamais être séparées. Comment être sûr qu'elles n'ont jamais été séparées? Tout simplement en achetant à des éleveurs français. En animalerie, vous ne saurez jamais si elles sont réellement sœurs et si elles ont réellement vécu toute leur vie jusqu'à maintenant ensemble. Même si le vendeur vous dit oui elles sont sœurs, même si le vendeur vous dit oui elles ont vécu bien évidemment toute leur vie ensemble, vous ne pouvez pas en être sûr parce que c'est des poissons qui sont achetés en Thaïlande ou en Indonésie et qui sont ramenés en animalerie. Donc aucune certification que ces femelles ont bien grandi ensemble et sont bien sœurs. Donc voilà, déjà premier conseil, achetez, si vous voulez faire une sororité, achetez vos femelles à un éleveur. Deuxième point, ça sera déjà minimum 100 litres, d'accord? On ne fait pas une sororité dans un aquarium plus petit. J'ai vu des gens qui faisaient des sororités dans des aquariums de 20 litres. Ce n'est pas envisageable, ce n'est pas possible. Donc, 100 litres minimum, et surtout 5 femelles minimum. Pourquoi? Parce que quand on fait une sororité, il y a forcément des femelles qui sont dominées et d'autres dominantes. Si vous voulez faire cohabiter par exemple 2 femelles ensemble, il y en aura forcément une qui va prendre le pas sur l'autre à un moment, parce que nourriture, parce que manque d'espace, parce que stress, parce que chaleur, et va vouloir tuer la femelle dominée. Pour diluer correctement cette agressivité, les amis, il vous faut 5 femelles. Pourquoi? Parce qu'il y aura des dominées et il y aura des dominantes, plusieurs également. Donc, si une dominante s'attaque à une dominée, elle pourra aller se cacher et la dominante essaiera d'attaquer une deuxième dominée. Ça va faire un espèce de cercle, de cycle, voilà. Et donc, il n'y aura jamais une femelle qui se fera tellement attaquer qu'elle en perdra la vie. Ça sera beaucoup mieux, ça sera dilué. Moi j'ai déjà fait des sororités où il y avait 10 femelles dans un aquarium. Les nageoires étaient parfaites, intactes, aucun combat, aucune parade. Elles étaient toutes sœurs en plus, bien évidemment. Et il n'y avait aucun signe de combat, d'agressivité, de stress, rien. Plus vous allez mettre des femelles, plus il va y avoir cette sororité, cette hiérarchie qui va s'installer. Et donc ça va totalement annuler cet effet d'agressivité. Alors par contre, je vous dis pas de mettre 20 femelles dans votre 100 litres. Hein. Généralement, dans un 100 litres, je vous conseille 5, 6, 7 femelles. Après, il y aura un gros manque d'espace de toute manière. Voilà. Si vous voulez faire un aquarium de 1000 litres avec 20 femelles, vous pouvez. Mais en tout cas, il faut respecter cette fameuse règle, 5 femelles minimum pour minimum 100 litres. Bien évidemment, dans l'aquarium, c'est pareil que la partie précédente. Énormément de plantes, parce que s'il y en a une qui commence à attaquer l'autre, bien évidemment, la dominée pourra aller se réfugier dans les plantes. Vous pouvez mettre des racines, à condition qu'elles soient pas coupantes. Vous pouvez mettre des cachettes. Alors les cachettes, bien évidemment, en terre cuite, hein, vraiment des cachettes naturelles. N'achetez pas des cachettes en plastique, en résine et autres, parce que c'est la catastrophe, ces trucs-là. Voilà. Donc faites vraiment un aquarium chargé de plantes et de cachettes. Comme ça, vous êtes sûr que même s'il y a un problème entre 2 femelles, celle qui n'a pas l'avantage pourra de toute manière se cacher, se reposer, etc. Voilà, donc ça c'était la partie sororité. De toute manière les amis, je vous mets toutes mes fiches à disposition, vous pouvez me les demander sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Discord.
Chloé, j'aimerais avoir la fiche sur les sororités. Chloé, j'aimerais avoir la fiche pour explication mâles et femelles ensemble. Voilà, je vous donnerai toutes mes fiches. J'essaye d'en donner un maximum sur les réseaux sociaux. Mais voilà, si vous voulez avoir un résumé et pouvoir relire les fiches, savoir comment faire une bonne sororité, comment soigner votre bêta, comment détecter une maladie, voilà, juste contactez-moi et je vous donnerai avec grand plaisir mes fiches. Un petit point que je vais aborder, même si il est immense en réalité, donc je vais pas pouvoir tout dire ici, c'est tout simplement la fiche forme et couleur, que je peux également vous donner sur les réseaux. Alors, les bêtas, c'est simple, c'est des Pokémon, ok? Il y a 1 milliard de formes possibles en termes de nageoires, et 1 milliard trilliard de couleurs. Nous avons principalement, en termes de formes, les plus connues. Donc, voile long, voile court, mais il y a Placat, il y a Half Moon, il y a Delta Tail, il y a Crown Tail, il y a Double Tail, il y a Dumbo Ear, avec un accent français horrible. En anglais, ça ferait Dumbo Ear, mais on n'est pas anglais. Enfin bref, il y a 1 milliard de formes de nageoires possibles, et d'ailleurs, à propos de ça, les gens confondent. Voilà. Les gens confondent quoi? Les gens confondent un bêta voile long avec Half Moon, tout simplement parce qu'en animalerie et sur internet, il y a cette fameuse erreur, quand on voit un bêta avec de grandes nageoires, on dit « Ah, c'est un Half Moon !» Non. Half Moon, c'est quoi? C'est l'ouverture de la caudale, c'est-à-dire de la nageoire arrière, qui est ouverte à 180 degrés. Si vous avez une nageoire qui est ouverte à 180 degrés, vous avez un bêta Half Moon. Que ce soit un Placat, mais ça peut être un bêta à voile long qui a une caudale Half Moon, ça peut être un bêta à voile court, donc un Placat qui a aussi une caudale à 180 degrés, donc Half Moon. Voilà, vraiment Half Moon c'est juste l'ouverture de la caudale. Ce n'est pas la longueur des nageoires. Donc, si vous voyez un voile long, ce n'est pas un Half Moon, enfin, ce n'est pas automatiquement un Half Moon. Vous avez un voile long, vous le faites parader, vous regardez l'ouverture de la caudale, et en fonction du degré d'ouverture de la caudale, ça vous dira si c'est un voile long Half Moon, ou si c'est un voile long Delta, ou éventuellement un super Delta, etc., etc., etc. Petite précision, qui est un peu compliquée à comprendre au début, mais voilà, les voiles longs, ça s'appelle des voiles longs, ça s'appelle pas des Half Moon. J'ai mis bien évidemment sur ma fiche, juste ici, tous les noms des nageoires. Donc je l'ai dit, Veltail, Placat, Crowntail, King Crowntail, même si c'est très peu trouvable en France. Conetail, Double Tail, Rosetail, Feathertail, Spadetail. Et bien évidemment, en ouverture, on a Half Moon, Over Half Moon, Delta et Over Delta. Donc ça, c'est des ouvertures de la caudale. Et nous avons également sur la fiche, alors bien évidemment, je ne peux pas tout répertorier les amis, sinon je ne dors pas de la nuit. Mais nous avons également les couleurs. Donc j'ai essayé de les répertorier un maximum. Je vais vous en lire quelques-unes, même si ça va prendre 3 ans. On a en plus connu Yellow Galaxy, Full Black, les Nemo, les Platinum, c'est-à-dire tout blanc, les Dragons, les Pineapple, les Avatars super connus, donc c'est le bêta noir et bleu absolument sublime. On a les Vanda, on a les Super Gold, Vanda et Super Gold, pareil, impossible à trouver en France. Les Koi, connus en France, c'est super connu. Candy, Dot, Copper, Moustargaz. Moustargaz c'est aussi connu. On a les Samouraïs qui sont connus aussi. Blue Rim, Hellboy, Black Orchidea, Iron Man, Nebula, Avatar Copper. Et bien évidemment les amis, les couleurs classiques, c'est-à-dire rouge, jaune, bleu, noir, blanc. Bon, noir et blanc c'est Full Black ou Platinum. Mais voilà, on a aussi des couleurs qui ont juste un nom classique. Si vous voyez un bêta tout jaune, c'est juste un bêta jaune. Voilà, il n'a pas de nom... Il n'a pas de nom de couleur spécifique. Mais voilà, vous avez la fiche, si jamais vous avez besoin, la fiche forme et couleur, que vous pouvez également me demander. Dessus, il n'y a pas toutes les couleurs, j'ai essayé de regrouper un maximum. Et d'ailleurs, ça aussi, je kiffe faire ça sur les réseaux sociaux. Si vous avez un bêta et que vous ne savez ni exactement sa couleur, ni exactement sa forme, contactez-moi.
contactez-moi, envoyez-moi la photo de votre bêta et je vous dirai exactement sa couleur et sa forme. Parce que généralement, même en animalerie ou même sur certains sites d'éleveurs français, et c'est pas les bons noms, ni les bonnes formes de nageoires, ni les bons noms de couleurs. Donc si jamais vous voulez connaître la couleur exacte de votre ou vos bêtas, bah n'hésitez pas à me contacter. Maintenant, on va rentrer dans un sujet qui est super important aussi, les maladies. J'ai bien évidemment une fiche sur le sujet. Alors, sur cette fiche, je n'ai pas mis toutes les maladies, tout simplement parce que il y en a beaucoup. Mais on a les maladies les plus connues sur cette fiche. Alors, déjà, on a pourriture et déchirure de nageoires. Comme je vous l'ai dit précédemment, les bêtas se déchirent les nageoires, surtout les voiles longs. Les placates, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec mes placates qui se déchirent les nageoires. Donc ça arrive très souvent aux bêtas à voiles longs. Donc sur cette fiche, je vais pas tout vous dire dans la vidéo, mais vous avez tout un protocole juste ici pour soigner votre bêta s'il a une pourriture de nageoire. Donc, n'hésitez pas, si votre bêta se déchire les nageoires ou s'il a une pourriture, n'hésitez pas à me contacter et de toute manière je vous donnerai la fiche pour la pourriture des nageoires. Et d'ailleurs je vous donnerai toutes les fiches pour toutes les autres maladies. On a l'oudinium, qui est, alors oudinium, vous le prononcez comme vous voulez, moi je dis oudinium. Donc l'oudinium, vous avez un petit bêta qui a les nageoires toutes pincées, toutes collées, et généralement avec une espèce de voile blanchâtre, il y en a qui disent velours. Donc de toute manière, bien évidemment, ici aussi vous avez la fiche pour soigner votre bêta si il a de l'oudinium. Vous avez tumeur et kyste, alors là, mauvaise nouvelle les amis, tumeur et kyste, ce n'est pas soignable. Tout simplement parce que c'est sous la peau et qu'aucun traitement ne va sous la peau. Voilà. Si vous avez un bêta avec un kyste ou avec une tumeur, il va, dans la majorité des cas, vivre avec, vous inquiétez pas. C'est très rare les cas où il en meurt, mais voilà, vous ne pourrez pas le soigner, ou du moins enlever le kyste ou la tumeur, ça sera tout simplement pas esthétique, mais normalement votre bêta va vivre correctement avec. Donc c'est moche, mais pas de panique, tout va bien se passer. Nous avons une maladie qu'on retrouve partout, c'est pas vraiment une maladie, c'est les occlusions intestinales, donc je vous l'ai dit avant, liées généralement nourriture trop grasse pas adaptée ou nourriture sèche, qui est d'ailleurs à bannir, par pitié, bannissez-moi la nourriture sèche. Donc voilà, on a occlusion intestinale ou constipation, donc tout simplement c'est quand votre bêta a un ventre énorme et n'arrive plus à évacuer. Donc c'est vraiment un 50-50 comme je l'ai dit, vous avez des chances qu'il réussisse à évacuer si vous faites le traitement, et vous avez des chances qu'il n'y arrive pas. Donc de toute manière, là encore je vais pas m'étaler sur le protocole, j'ai tout marqué sur la fiche, mais il faut faire un jeûne, et il faut arrêter totalement de lui donner de la nourriture, généralement entre 5 jours, une semaine, c'est super important, parce que votre bêta a besoin d'évacuer à ce moment-là, sinon il peut en mourir. Concernant une autre maladie, juste ici, nous avons l'exophthalmie. L'exophthalmie, qui est aussi super connue, c'est tout simplement quand votre bêta a un œil énorme. Comme ça. Alors, soit ça touche un œil, soit ça touche les deux yeux. Alors, l'exophthalmie, c'est aussi une maladie qui n'est pas extrêmement grave en soi, et qui se remarque super facilement, et donc vous pouvez traiter très rapidement l'exophthalmie. Petit point, si vous ne traitez pas l'exophthalmie et que vous laissez votre bêta avec son œil immense, c'est une infection tout simplement, il peut perdre son œil. Pas dingue. Voilà, donc globalement, si vous voyez que votre bêta a un œil gonflé, immédiatement, traitement, comme je l'ai dit, tout est sur les fiches. Mais voilà, encore une maladie qui est vachement connue, l'exophthalmie, sur un œil ou sur les deux yeux, mais c'est très facile à traiter et ça ne va pas tuer votre bêta, ça peut juste malheureusement lui tuer son œil, mais c'est très facile à soigner, vous inquiétez pas. Et j'ai mis sur ma fiche également l'hydropsie. Alors il y en a qui disent hydropysie, moi comme je le dis vite ça fait hydropsie, mais on peut dire les deux hein, globalement. Alors c'est pas vraiment une maladie, l'hydropsie c'est le corps du bêta qui lâche, ok. Donc c'est à dire que
il y a eu une maladie, de mauvais paramètres, trop froid, trop chaud, une infection bactérienne, etc. Et ça n'a pas été traité, ça n'a pas été soigné jusqu'au point où le corps du bêta lâche, et donc il y a de l'hydropsie. Et l'hydropsie, c'est tout simplement les écailles en pomme de pin, donc c'est les écailles qui s'ouvrent. Voilà, donc il a les écailles ouvertes, le corps gonflé, et ce n'est pas... Alors, moi je dis que ce n'est pas soignable, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux des personnes qui me disent « Moi, mon bêta, il avait de l'hydropsie, j'ai réussi à le soigner et maintenant il va mieux. » Généralement, l'hydropsie, elle revient. Même si les écailles finissent par se refermer, l'hydropsie revient, les écailles se réouvrent et il est condamné. Globalement, alors, je ne sais pas si ça doit faire mal ou pas, mais à mon avis, l'hydropsie, ça fait très mal pour un bêta. Donc, je conseille, même si c'est horrible, d'euthanasier son bêta quand il a de l'hydropsie. C'est vraiment le stade final du corps qui lâche et qui meurt. Donc, c'est très dur. Il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à euthanasier le bêta parce que, bien évidemment, elles y tiennent énormément, ce que je comprends totalement. Mais quand vous avez votre bêta qui a de l'hydropsie, attendez-vous à 99% qu'il décède, malheureusement. Voilà. Donc après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Je sais que c'est très dur de dire au revoir à un animal. Donc vous pouvez tout simplement accompagner votre petit bêta jusqu'à son dernier souffle, ou vous pouvez décider d'abréger sa douleur. Il y a plein de techniques d'euthanasie qui sont très douces, d'accord, qui ne font pas de mal à votre bêta, et qui sont, que moi j'ai déjà utilisé. Par exemple, le clou de girofle, qui est une super technique pour euthanasier son bêta en douceur. Ok. Mais voilà, encore une fois je le dis, c'est pas donné à tout le monde de réussir à faire ça, mais en tout cas, hydropsie, sachez qu'il y a très peu de chances, même quasi aucune, que votre bêta arrive à s'en sortir. Malheureusement, c'est l'un des cas où c'est vraiment fatal. Mais de toute manière, si vous voulez de l'aide et que vous n'avez pas envie de lire de fiches, etc., que vous avez juste envie de parler à un être humain pour soigner votre bêta, je suis là, encore une fois. Contactez-moi sur les réseaux sociaux, peu importe la maladie, peu importe le jour, ok, je suis toujours disponible. Vous m'écrivez le problème de votre bêta, pourriture, occlusion, il réagit bizarre, il nage pas correctement, etc. Vous m'envoyez les photos, les vidéos, et je serai là pour vous aider et répondre à vos questions et essayer de soigner ensemble votre loulou. Voilà. Globalement, là, vous avez un guide complet. Si vous êtes arrivé ici, donc en fin de vidéo, normalement, vous avez toutes les cartes en main. En plus, n'oubliez pas, toutes les fiches qu'il y a à disposition. Normalement, vous avez toutes les cartes en main pour avoir un bêta en excellente santé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des choses que je n'ai pas dit. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire, comme ça rajoutera encore plus de précision sur le sujet. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'ai chaud. Je sais pas quelle température il fait dans mon studio là, mais il fait chaud. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, en espérant que ce guide complet vous ait plu. Bisous.